Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Pour ce 96e épisode, j'ai invité Ksenia Ekli, assistante de direction dans l'agence de design Sagaz & Partners, et vous allez voir qu'elle a un usage extrêmement intéressant des outils no-code et qu'elle a aussi un retour d'expérience passionnant à nous faire sur l'arrivée des outils comme Airtable, comme Zapier, de l'automatisation du no-code dans une grande agence, et vous allez voir que c'est tout simplement passionnant. Allez, j'envoie l'épisode. Salut Ksenia, bienvenue dans le podcast de Contournement. Merci de me recevoir dans les très beaux bureaux de Sagaz & Partners. Voilà, donc c'est l'agence de design, une agence de design de marque pour laquelle tu travailles. Tu es assistante de direction et tu as un usage que j'ai trouvé hyper intéressant des outils no-code. Donc j'ai trouvé que ça serait hyper cool qu'on en parle. Et puis j'ai vraiment senti la nécessité, l'intérêt, on va dire, des outils no-code dans ton contexte, et je me suis dit que ça serait très intéressant de partager ça au plus grand nombre. Je pense que ça peut inspirer pas mal de gens qui nous écoutent ou qui nous écoutent pas encore, mais qui auront l'occasion. Donc tu vas nous emmener un petit peu dans un univers un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Ce que je te propose pour bien commencer, c'est de te présenter. Salut Alex, bonjour tout le monde. Merci Alex d'être venu, merci à tout le monde de nous écouter. Je m'appelle Ksenia, je suis née à Moscou. Et pour bien commencer sur le thème de geek, quand j'avais 10 ans, notre prof de l'informatique a dit c'est un futur informatique. Ça a étonné tout le monde, j'ai juste dessiné une demi-lune dans Basic. Voilà. Bon, okay. Après, on a bien rigolé. Mon parcours, il a pris complètement autre chemin qu'informatique. J'ai fait les études de diplôme en psychologie. Après, j'ai fait les études de l'événementiel et gestion d'entreprise en Allemagne. Après, j'ai rencontré un Français. J'ai déménagé en France. Et où je suis effectivement assistante de direction chez Sagaz & Partners. C'est l'agence de design de marques, mais aussi de lieux. Donc, incarnation de marques dans les lieux. On fait design non seulement d'identité, mais aussi des aéroports, des restaurants, de bureaux, des trains. De beaucoup de choses. On a fait les designs de nos bureaux aussi, qu'on a enchanté Alex et avant Ervan qui a fait une formation ici. Ouais. Donc, je suis assistante de direction. En fait, je suis venue ici en arrivant en France. Je ne parlais pas encore très bien français. Je me suis dit, j'essaie un premier job de bureau. Ce n'est pas mon métier, comme vous avez vu de parcours. Juste pour m'entraîner un peu. Et je suis restée, ça fait 6 ans, parce que je suis bien plus qu'assistante de direction. Donc, naturellement, je n'ai pas resté longtemps juste assistante pour que gère les agendas. Très vite, j'ai pris les fonctions de gestion des événements, des coordinations. Après, on a fait une migration de serveurs et c'est là où la parole de mon prof d'informatique m'ont revenu dans la tête parce que j'étais obligée d'aider les gens à migrer leur compte. Et on a fait depuis 2 fois parce que s'ils ne migraient pas leur calendrier, je ne pouvais pas travailler tout court. Donc, du coup, je devais prendre les choses en main. Alors peut-être avant qu'on aille justement là-dessus, c'est hyper intéressant, mais il y a peut-être pour les gens qui ne voient pas forcément à quoi ça consiste déjà, le job, on va dire déjà la base de assistant de direction, parce que comme tu vois, c'est intéressant parce que tu as dit tout de suite, tu es devenu vite plus que ça. Oui. Et justement, tu vas nous raconter ça, mais déjà, qu'est-ce que c'est le ça minimum? Ah oui, effectivement, oui, pardon. Parce que je pense que les gens ont une certaine idée, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de préjugés ou d'idées préconçues autour de ce métier. Et donc voilà, moi ça m'intéresse parce que en l'expliquant bien aussi, on va voir les usages éventuellement qu'on va trouver évidemment après des outils no-code, etc. Donc l'assistante de direction, le cœur de ce métier, c'est la gestion de planning de dirigeants. Donc c'est nous qui avons la main sur leurs agendas, c'est nous qui décidons quand il va faire quel rendez-vous. On a en tête tous les variables de combien de temps on peut décaler, quel interne, quel rendez-vous, quels enjeux sont derrière. Il y a les assistantes digitales, j'ai échangé 2 fois, je crois, avec une assistante. Une s'appelait Julie Desk, c'était une assistante digitale. Personnellement, ici, à l'agence, je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner. Quel algorithme il faut rentrer dans chaque réunion
pour que ça fonctionne. Quand Mais tu dis digital, c'est un robot, quoi. un robot, oui, un robot qui est une personne virtuelle. Un assistant virtuel, voilà. Virtuel, c'est ça. Oui, pardon. C'est vrai qu'il y a toute une mode à un moment. Non, mais moi, j'étais pas sûr. Il y a plein d'appellations, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, une grosse mode quand même. On a pas mal essayé de nous vendre des assistants virtuels. C'est ça. Et malheureusement, ce n'était pas en contact assez proche pour que je demande mais comment ça marche. Donc, on a juste bien rigolé et s'est dit bon, notre métier est en train de mourir. C'était aussi, donc, juste pour finir sur le cœur de métier, on organise aussi les déplacements, on aide les équipes souvent à mieux organiser leur temps, on fait signer les documents. Après, ça peut dévier. Donc, ici, c'est moins les cas, mais souvent, les assistantes de direction, elles font aussi les comptes rendus de réunions. En cale, en décale. Bon, voilà. C'est surtout, pour moi, c'est surtout de travail avec l'agenda. Voilà. Ok. Et juste pour avoir une idée un peu, là, par exemple, de votre organisation ici, pour comprendre le contexte, combien à peu près il y a de salariés chez Sakesan Partners? Combien il y a de dirigeants? Combien il y a d'assistantes? Enfin, tu vois, un peu... Oui, donc ça, c'est particulier. Déjà, ce qui est particulier, c'est que nous, on est en agence, une agence. Donc, on est très actif, proactif, contrairement peut-être à une entreprise qui est plus à la réponse des sollicitations. Donc, c'est peut-être là où est aussi la charge un peu plus élevée d'assistante que ça peut être quelque part ailleurs. Autre particularité, on est 115 si je compte les filiales, les stagiaires. Et on est là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais et après, il y a la gradation des dirigeants. Donc, il y a bien sûr le fondateur, Olivier Saguez, il y a le directeur général. Et puis, il y a les différentes gradations, mais il y a presque une vingtaine de directeurs. Ok. Donc, on a une hiérarchie assez plate. Grâce à ça, la direction est très accessible. Et à cause de ça aussi, il y a beaucoup de travail pour les assistantes parce que cette direction doit se rencontrer, doit prendre des décisions, doit se réunir. Voilà, donc ça c'est particulier, mais c'est ça qui est génial ici. Et peut-être c'est pour ça aussi que je reste depuis le début. Et donc toi, il me semble que tu m'avais dit que tu t'occupes de 4 dirigeants, c'est ça? Oui. Ouais. Des 4 associés? Non, ou c'est pas exactement ça? 3 sont associés. Ah oui, bon, toi, c'est pas non plus... Oui. Mais, ok. 4 dirigeants, oui, et une BU. Après, c'est une implication un peu différente pour chacun. Dans le métier d'assistanat, c'est pas juste prendre la main et caler les rendez-vous, c'est aussi être psychologue. Donc, on se rappelle de mon parcours de nouveau. Ça m'aide beaucoup. J'ai la façon de travailler différente avec chaque personne. Ok, il faut savoir s'adapter, quoi. Il faut être... Ouais. Il faut être aussi à l'écoute des équipes. Et quand je donne un coup de main aux équipes, à la fin, c'est pour le dirigeant et pour toute l'agence. Non, c'est intéressant. Et alors, concrètement, on va dire, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on va dire, jusqu'à avoir découvert les outils no-code, peut-être comment est-ce que tu travaillais un peu? Parce que... enfin, j'ai envie de dire le côté un peu plus concret de ce que tu nous as évoqué au quotidien, c'est quoi? Tu allumes ton ordinateur, tu ouvres Outlook, j'imagine c'est beaucoup de Microsoft, des choses comme ça. Microsoft, c'est assez récent. Avant, on était comme on est sur Univers Mac, avant on était sur iCal, Mail de Mac. Parce que aussi c'est l'agence familiale. Donc, elle a commencé avec Olivier Saguez, quelques associés, ça a grandi jusqu'à 50, puis ça a grandi jusqu'à là, jusqu'à les 115. On était un peu plus avant Covid, donc on va reprendre le rythme sûrement. On était jusqu'à 150, tout compris avant. D'accord. Donc, vous utilisez principalement des Mac. Pardon ? Vous utilisez principalement des Mac. Oui, on utilise, sauf quelques archis, pas quelques, mais sauf l'équipe archi qui sont liées à certains logiciels qui sont sur Microsoft. On est sur Mac et on était sur iCal, etc. Donc, on utilisait beaucoup les outils qui marchent pour les petites équipes, mais qui ne marchent pas forcément pour les très grandes équipes. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de PME, même de TI.
ces outils qui ne grandissent pas aussi vite que les équipes. Et donc, ce n'était pas très efficace. À mon arrivée, on s'en renvoyait, voilà, je crois que ça arrive toujours, qu'on se renvoie les fichiers Excel, et qu'on envoie un fichier Excel à toute l'équipe et chacun répond avec ses mises à jour et l'assistant doit tout croiser et mettre les... Voilà, donc après on était passé par Google Sheets qui était déjà une grande innovation. Mais quand j'ai vu Airtable, en fait, quand j'ai découvert les no-code, je me suis dit, j'ai eu peur d'en parler parce que je me disais, mais je vais passer pour une bête parce que c'est tellement évident que ça doit exister que j'étais sûre que tout le monde le sait. Et que c'était juste moi qui ne le savais pas pour une raison, je ne sais pas laquelle. Et en fait, non. En fait, c'était vraiment une grande découverte. Je l'ai présenté à la direction qui a dit, waouh, c'était vraiment un énorme effet à la direction. Que, ah oui, ça existe. Et ah oui, on peut être efficace. Et je ne sais pas. C'est étonnant ce que tu dis. En fait, c'est vrai que je trouve que ça souligne quelque chose qu'on ne dit pas forcément. C'est que, en fait, les gens ne le savent pas, quoi. Et en fait, on a pris l'habitude, je trouve, et je dirais peut-être surtout dans les PME, et c'est pas un jugement, hein, mais on a pris l'habitude que ça soit normal que le travail soit laborieux, tu vois, que le travail numérique soit compliqué, que les outils soient compliqués, tu vois. C'est-à-dire que c'est presque... Je me souviens quand j'ai commencé à travailler dans une administration, il y a longtemps, tous les outils, ils étaient hyper galères, quoi. C'était que des trucs... et il y avait ce truc, ça paraissait normal à tout le monde, en fait. T'arrives, tu prends ton poste, t'as ton collègue, il te dit, ah bah tiens, là, tu vas voir, là, il faut cliquer 3 fois, machin, partout, parce que ça marche pas bien, c'est normal, et la DSI, il change rien, etc. Et donc, en fait, ça devient surprenant quand on te montre des alternatives, des manières de mieux travailler et tout. Ouais, il y a un bon exemple, il y a un dirigeant qui me demandait une liste de ses rendez-vous. Il ne demandait pas régulièrement, donc il fallait faire un Excel ou peu importe, un document avec une liste et lui envoyer. Je faisais à la main. Oui, avant j'ouvrais l'agenda, je listais rendez-vous avec telle personne, rendez-vous avec telle personne, rendez-vous avec telle personne. Je crois qu'il faut quand même un peu avoir cet esprit de nos codeurs dont parlait parfois Erwan ou toi dans vos newsletters. Ce qui est nos codeurs, c'est très irrité par la routine. Peut-être que je l'avais déjà et ça m'a alerté, mais je n'avais pas de solution à l'époque. Et je faisais à la main, je détestais ça. Il y a peu de choses que je déteste dans mon job, mais je détestais ça parce que ça fait perdre de temps. Je refais ce qui est déjà fait. Et maintenant, où j'ai découvert Airtable, je fais une très bonne formation, bien guidée par votre site de discernement vers NoAMC. J'ai synchronisé Agenda et maintenant, cette liste, elle existe toujours à jour. C'est juste un lien qui est partagé avec mon dirigeant, qui envoie ses rendez-vous à venir sur 2 semaines. Il reçoit un mail tout le vendredi. Voilà, Thibaut, tes rendez-vous de 2 semaines à venir. C'est fait. J'ai rien à faire, en fait. C'est juste, j'ai passé peut-être 1 heure à programmer ça, et voilà. On va revenir un peu justement, parce que tu as pas mal d'exemples comme ça. Juste par curiosité, comment tu as découvert déjà à la base Airtable ? Parce qu'en fait, le problème, tu vois, je trouve que tu soulèves là, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, quoi. Oui. C'est-à-dire, tu vois, on ne sait pas qu'il y a d'autres manières de travailler, on ne sait pas qu'il y a des outils plus modernes qui existent. Toi, comment tu as eu un peu ce déclic ? Comment c'est arrivé ? Est-ce que tu te souviens ? C'était un échange avec une ex-collègue qui était très, très généreuse à me donner ce conseil. Elle s'appelle Myriam Rab, je la cite avec grand plaisir, qui a fait votre formation. Oui, parce que ce nom m'a dit quelque chose. Ouais. Oui, voilà. Elle a fait votre formation en PAC efficacité parce qu'elle s'occupait de process chez nous. Okay. Elle a entamé ce travail qu'elle a dû arrêter à cause de Covid. Et que je reprends un petit peu par le même format, mais un petit peu maintenant. Et c'est elle qui m'en a parlé. Et elle a dit, c'est ça qu'il fallait à l'agence. Donc, je ne voulais pas poser plus de questions parce qu'elle a dû quitter le poste. Voilà, ça aurait été pas très correct. Et je commençais à explorer moi-même. Je me suis retrouvée sur le site de Contournement. Okay. Où il y avait plein de formations. C'était avant que vous avez centralisé un peu, fait les jobs de sélection pour nous. Et tout donnait envie à la fois et je ne savais pas où me mettre. J'ai vu Airtable, Orga du futur. J'ai dit oui, Orga, c'est mon truc parce que assistante, le cœur de métier, c'est organiser. Chercher de l'efficacité, c'est organiser les autres aussi. Pas que soi-même, mais aussi les autres.
Orga de futur, ça me parlait bien. Mais il avait aussi base de données. Et je me suis dit, mais je ne gère pas les données, moi. Pour moi, les données, c'était les matrix, des trucs des IT, les énormes listes. Ok, j'ai les bases de clients, mais pour moi, ce n'est pas les bases de données. Je n'avais pas en tête cette notion-là, que tout est base de données. J'ai compris après. Mais au début, ça m'a fait peur et ça a fait le même effet sur mes collègues. Quand j'expliquais ça, et il y avait un qui a lu base de données, il ne voulait pas faire la formation, alors que c'était les services généraux qui a justement les demandes, gestion de demandes, statut, etc. Dans la tête des gens, ce n'est pas base de données. Suivi de statut de oui, la gestion des process, tout ça. Oui. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que je n'avais jamais vraiment réalisé ce truc-là. Et tu vois, par exemple, Airtable, si tu regardes sur leur site, ils parlent très peu en fait de cette notion de base de données. Ils en parlent un petit peu. Mais je pense qu'ils préfèrent, peut-être parce qu'ils savent que ça fait peur aux gens, se raccrocher un peu à la notion de tableur, etc. Parce que tout le monde connaît Excel, tout le monde utilise Excel comme un outil de base de données, alors que c'est vraiment pas fait pour ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je m'étais jamais fait vraiment cette remarque que ça pouvait faire peur, tu vois, comme tu le décris. Ouais, ça avait vraiment peur. Alors que, parce que moi, ça me paraît évident et je trouve que c'est ça qui est magnifique dans Airtable, c'est de donner accès à ce truc très puissant qui est la base de données, à donner accès à tout le monde. Quoi. Mais en fait, les gens, dans le métier comme le nôtre, les données, ce n'est pas le cœur du métier. Ce n'est pas ça qui fait tourner notre business. Nos outils principaux, c'est dans Photoshop, Illustrator, AutoCAD. Oui, parce que vous, c'est très graphique, quoi. Il y a des choses quand même aussi. Il y a une... le SketchUp, beaucoup. Donc, c'est design. Là, on ne peut pas automatiser. On est dans le métier créatif. On ne peut pas automatiser ça. Donc, effectivement, ce n'est pas le cœur. Mais il y a autant de routines autour, comme n'importe quel métier dans les métiers créatifs. Et c'est surtout, doit être irritant pour le métier créatif de passer le temps sur la routine. Et c'est là on peut automatiser, mais ce n'est pas là où les gens vont vouloir investir leur temps pour faire les formations. Pour rentrer vraiment dans les détails de cet outil. S'il y a quelqu'un qui monte un outil pour eux, et que ce n'est pas très compliqué à comprendre comment ça marche, là oui, ça fonctionne. Mais bon, il faut faire l'effort déjà de se souvenir, ok, je ne vais pas sur Google Sheet, je vais sur quelque chose, Airtable. C'est pas évident. Donc il n'est pas évident. Mais non, c'est très intéressant, mais justement, peut-être on va revenir un peu, c'est quelque chose que j'avais noté, tu vois, un peu, parce que je sais que vous êtes dans ce process un peu, grâce à toi, justement, d'essayer de répandre un petit peu tout ça au sein de la boîte, mais on va revenir peut-être là-dessus après, parce que pour continuer un petit peu sur ta découverte, justement, du no-code, etc., donc tu as fait le bootcamp de Noam, et donc c'est ça qui t'a vraiment mis dans... Parce que tu vois, justement, tu disais que ça te faisait peur, mais tu as eu quand même la réalisation que c'est Airtable qu'il te fallait, quoi. Oui, mais j'ai fait la formation gratuite de contournement avant. Ok, d'accord. Où il y a plusieurs outils qui sont présentés. Et là où j'ai vu vraiment l'outil en main. En fait, c'est le fait de le voir un peu plus visuellement. Oui. Donc, j'ai fait aussi, à l'époque, on avait la possibilité de bloquer les 15 minutes avec Kervan. Donc, je parlais un peu de ce qu'on fait, de quoi on pourrait avoir besoin. Donc, ça est devenu un peu plus clair. Je regardais les outils moi-même aussi. J'ai ouvert Notion, j'ai ouvert un peu Glide, j'ai ouvert un peu Airtable. Et là, j'ai remarqué qu'Airtable, ça ressemble au tableur. Et j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre vraiment qu'est-ce qui déclenche, où est-ce qu'on peut mettre ça en place. J'ai vu beaucoup d'outils qui peuvent me permettre d'être plus efficace, mais où m'investir. Et j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre une chose très simple et qui est, je crois, applicable à beaucoup d'entreprises. Quand on utilise Excel ou Google Sheet, pour autre chose que les chiffres, les formules, potentiellement, on perd le temps. Donc, cette petite formule-là, ça m'a servi de déclencheur pour voir où je peux mettre en place un outil, ou proposer plutôt aux équipes un outil plus efficace. J'ai commencé par moi-même. Donc, j'explorais Airtable par moi-même d'abord. Puis, je fais aussi formation d'une journée où on explore 4 outils. C'était un téléprésentiel expérimental. Ah oui. Avec la formation de formateurs. Donc, il avait aussi Airtable, mais je connaissais déjà un petit peu. Et après, j'ai fait le bootcamp. Ok. Non, c'est intéressant. Ouais. C'est quand même... Parce que c'est un bootcamp de 3 semaines.
Oui, oui. Vraiment oui. un investissement en temps. Mais c'est une fois que tu as identifié, je pense que tu as tout de suite vu le potentiel de ce que ça allait t'apporter. Rentrons un peu justement dans le vif du sujet, parce que moi je suis curieux que tu nous partages un petit peu. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, hein, mais vraiment, c'est comment tu te sers d'Airtable, tu vois, quels sont tes usages, voilà, quelques petites choses que tu as envie de nous partager. Donc, en tant qu'assistante de direction, ce que j'ai dit avant, c'était l'une des premières choses que j'ai fait. Comme les données, j'ai compris qu'il ne faut pas avoir peur de donner toutes les données. Les données. Donc, j'ai synchronisé Agenda dans Airtable. Et puis, comme on ne peut pas faire d'erreur, j'ai juste joué, j'ai expérimenté ce que je peux faire avec. J'ai compris que j'ai en main tout mon calendrier qui a avant, quoi que je voulais faire avec, je devais réécrire à la main. Maintenant, j'ai tout ça et je peux jouer avec. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux ressortir les dates, je peux calculer une date X jours plus tard, X jours plus tôt, faire automatiser les mails, bref, beaucoup de choses. Donc, je commençais à jouer avec. J'ai envie de toutes les assistants de direction, s'il y en a qui m'écoutent et les gens qui travaillent avec les agendas, juste synchroniser les données, les calendriers pour ne pas avoir peur de données. Et... C'est intéressant parce que d'un coup, comme tu le disais, ton métier, c'est vraiment, tu manipules toute la journée des calendriers, quel que soit le fournisseur. Et donc, d'un coup, tu t'es retrouvé avec plein de données, quoi. Oui. Ça a permis aussi, ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément, quand on se retrouve face à un Airtable vide, on sait pas forcément ce qu'on va en faire, quoi. Et donc là, toi, d'un coup, tu avais au moins cette masse de données un peu brute à travailler. Est-ce que tu avais senti déjà que la vue calendrier, tout ça, ça allait te servir? Ou est-ce que c'est vraiment quand tu as eu ces données que là, tu t'es rendu compte? Non, là, j'avais pas besoin de vue calendrier parce que ma vue calendrier, c'était ce qui est aujourd'hui déjà calendrier, j'ai déjà calendrier, mais c'était justement faire autre chose. Faire les automatisations automatiques des mails à moi-même pour des rappels, pour les mails préparés, voilà. Confirmation de rendez-vous, c'est quelque chose qui prend beaucoup de... pas autant de temps, mais des charges mentales. Maintenant, j'ai mon texte pré-rempli pour confirmation de rendez-vous qui m'arrive 2 jours avant le rendez-vous. Okay. Je peux demander à Airtable pour le faire un peu plus humain, de faire 1 jour avant, de sauter des jours fériés. Bon, ça, j'ai pas fait parce que c'était beaucoup de travail, mais bon. Voilà. Donc, autre usage que j'ai fait, c'était très tôt aussi, c'est l'organisation des événements, aussi qui est lié à mon parcours. C'est tout juste le suivi des invités qui a dit oui, qui a dit peut-être, qui était relancé, etc. Et qui à l'agence, qui relance quelle personne. Donc, attribution de tâches. J'ai montré très vite la directrice que je pensais qu'elle n'est pas du tout digitale. Elle ne l'est pas. Mais elle était super à l'aise avec Airtable. Elle a dit « Ah oui, j'adore » parce que c'est très ludique, c'est très clair. Quand on fait un outil simple, c'est facile à prendre en main. Si c'est simple et c'est logique, c'est qu'on a trouvé un bon usage. Après, mes outils à moi, là, ce que j'ai avec plein d'automatisation, si demain je dois passer ça à d'autres personnes, ça va prendre du temps. Je crois qu'il faut une personne assez geek pour reprendre en main ça. Donc ça, c'est particulier quand on adapte à soi-même, à sa psychologie, à son fonctionnement. Mais on peut faire aussi des outils comme celui que j'ai passé à ma directrice. Et cet outil, il vit. Il vit sa vie. Je passais à l'équipe, il s'en sert, il les duplique. De la même manière, on se sert pour préparer les salons. Qui doit rencontrer qui, à quel moment, qui relance qui, qu'est-ce qui a été dit, les notes, etc. Donc, ce tableau, même il n'y a pas de lien dans les tableaux, je crois. On peut faire les liens, j'ai montré qu'on peut. Voilà. Mais il y a un point que tu soulèves justement là-dessus, c'est il y a une grande différence, je pense, qu'il faut faire dans Airtable entre utiliser Airtable comme en étant un constructeur d'outils. C'est-à-dire, toi, c'est ce que tu vas faire, tu vas te créer tes propres outils avec. Et en étant simplement un usager de ces outils. Pas un usager d'Airtable, un usager des outils qui ont été créés avec Airtable. Et ça aussi, c'est un truc où je pense qu'il faut un petit peu dédramatiser les gens, tu vois, et leur dire, vous inquiétez pas, vous n'allez pas aller avoir à créer des colonnes, à comprendre ce que c'est une base de données, vous allez juste remplir les formulaires que je vais vous dire, utiliser telle ou telle visualisation, etc. Et ça, je trouve que c'est assez important, et je pense que c'est peut-être... Enfin, du coup, c'est cette directrice que tu disais, elle était plus dans cet usage-là. Mais peut-être que ça peut l'amener aussi derrière à se dire, ok, moi peut-être je vais utiliser aussi Airtable plus comme un usager ou une usagère d'Airtable.
Ou est-ce qu'elle, pour l'instant, elle est bloquée dans plus on va utiliser ce que toi tu lui donnes et puis. Elle n'a pas besoin de construire des outils à elle parce qu'elle a l'équipe toujours. Okay. Mais la responsable développement qui travaille avec elle a créé ses propres outils après. Okay. Je lui ai montré comment ça marche et l'adapter à ses usages, à sa psychologie, à ses besoins. Voilà, donc les outils vie sont partagés. La directrice, elle ne crée pas les tableaux d'elle-même. Naturellement, elle ne crée pas, peut-être de son côté, mais... Ouais, mais je pense que c'est un peu binaire, mais je pense que c'est bien de voir Airtable comme ça. C'est-à-dire que soit les gens se créent leurs propres outils, et ça nécessite qu'ils soient un minimum formés ou qu'ils comprennent Airtable. Mais à ce moment-là, c'est super parce que comme tu dis, t'insistes sur ce truc-là, tu fais des outils à ta propre psychologie, pour toi-même, etc. Ou alors, tu travailles avec quelqu'un qui va te faire les outils pour toi, et puis tu fais que les utiliser, quoi. Et tu perds un peu en flexibilité, mais tu gagnes en confort. Juste au moins, déjà, tu as des choses qui te permettent de mieux travailler, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on a organisé une petite formation avec Contournement, où il y avait justement les responsables développement. Donc pour eux, c'était une grande aide. Il y avait les personnes qui ont leur projet, qui vont bon, bref, c'était assez diversifié comme équipe, mais justement pour reprendre l'utilisation de ces... là, c'est plutôt tableur. Dans le développement, oui, les personnes étaient là pour reprendre bien la main. Parce que j'ai insisté, quand j'ai présenté ces projets à la direction, j'ai insisté que je ne dois pas être la seule. Ça c'est très important. Justement, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas du tout suivi, c'est Erwan qui s'occupe de toute cette partie-là chez Contournement. Mais justement, ça m'intéresse de savoir un peu. Je sais que ça a pris pas mal de temps à s'organiser. Et justement, j'aimerais bien que c'est un des points que j'avais noté, que tu nous partages un petit peu comment tu as fait, très concrètement, je pose la question comme ça, comment tu as fait pour convaincre ta direction, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Oui. Comment tu as fait, parce que ça, je pense que c'est une situation dans laquelle beaucoup de gens de la communauté no-code se retrouvent, à être convaincus, à avoir vu la lumière, entre guillemets, et des fois faire face un peu à des murs, ou ne pas faire face à de la compréhension. Comment ça s'est passé chez vous ? Oui, donc comme je dis, j'ai présenté à la direction qui était bien embarquée. Mais tu leur as présenté sous quel angle ? C'est-à-dire leur dire cet outil-là va nous permettre d'être plus efficace, ou est-ce que ça va nous faire gagner de l'argent ? Je sais pas, quels étaient un peu tes arguments ? Ou alors c'était juste très factuel, tu leur as fait une démo ? C'était très tôt, donc il avait 3 ou 4 outils. Je dis, regardez, ça existe, et c'est une autre era. Ouais. C'est l'effet qu'il leur a fait. Et puis, comme c'est très tôt, je ne savais pas si je le droit, parce qu'en fait, je travaille à plein temps. Et je suis à plein temps maman. Donc, je ne pouvais pas explorer quelque part à côté. J'avais besoin de leur accord. Donc, je présentais très tôt ce que j'ai découvert. Je dis, regardez, il y a ça. Est-ce que ça nous intéresse ? Ils ont dit oui. Okay. Donc, du coup, j'ai eu leur accord d'avoir le temps de travail pour explorer, pour continuer l'exploration. Mais ce que j'ai présenté, oui, c'est que ça ne je n'ai pas dit que ça nous permet de gagner de l'argent parce que ce n'est pas direct. Dans notre métier, ce n'est pas direct. Dans les métiers là où on va beaucoup d'outils type start-up, où on génère les factures, etc., c'est beaucoup plus direct. Nous, non. Bien sûr, on a un outil pro pour générer les factures, pour tourner les business. Nous, c'est vraiment un outil de support. On ne pourra jamais mesurer combien d'argent on a gagné avec. Donc, après, peut-être que vous allez arriver à un stade où là, je me projette peut-être un peu plus loin, mais où vous allez pouvoir améliorer certains processus dans l'entreprise, peut-être justement dans les services généraux, etc., où là, tu as un gain de temps, c'est pas un gain d'argent direct, mais c'est un gain de temps que tu peux chiffrer en... Très difficile, parce que ça ne sera jamais le seul outil. Et je n'ai pas... Là, je n'ai pas de statistiques combien de temps j'avais passé pour faire ces fameux tableaux Excel avec les rendez-vous de mon dirigeant. Oui, tu n'as pas pris ce temps-là, mais tu sais que forcément, ça te gagne du temps. Oui, tu vois. Ça je le sais, et je sais que je gagne plus que ce que j'ai investi. Même compte tenu de la formation approfondie. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que... Alors, tu as de la chance parce que j'ai l'impression que tu n'as pas eu trop à justifier tous ces choix, on t'a fait confiance. Les dirigeants ont compris, en tout cas. Après, pardon, parce que j'interromps, ils ont quand même posé des questions. Ouais. Donc, ce qui était convaincant aussi pour aider les gens qui sont dans la même situation, ok, c'est génial, mais est-ce que c'est fiable ? Je dis, ok, oui, il y a ce certificat-là, il y a ce certificat-là qui liste, mais personne ne comprend, même moi-même, je ne comprends pas. Qui leur fait confiance ? Et est-ce qu'il y a nos clients ?
Est-ce qu'il y a nos partenaires? Très intéressant. Donc, quand on voit BP France qui se met sur Airtable, qui met dans les demandes déjà de certaines offres d'emploi maîtrise d'Airtable ou Notion, je ne sais plus exactement. Quand on voit Orange qui évoque le no-code, SNCF qui fait son application sur le no-code, là on dit ah oui, c'est quand même... Nos clients sont là, donc on doit être aussi pour être au même niveau. Ça, c'est très intéressant. Et pour ne pas être en retard. Et aussi parce qu'eux, ils font confiance avec les grands groupes qui sont évoqués sur le site de chaque outil. Donc là, oui, c'est fiable. Et puis, ils m'ont posé la question sur la sécurité. J'ai dit, bon, là, je peux en parler parce qu'on vient de finir ça. Je dis, bon, excusez-moi, on a notre planning sur un document Google Doc qui était ouvert. Donc là, ça serait quand même bien plus sécurisant de mettre nos informations sur un outil où on peut au moins gérer les accès. Même si sur Google, on peut gérer les accès aussi, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. Donc, ça a soulevé des questions de sécurité qui nous ont aidés aussi à mieux gérer tout ce qu'on a. Ça, tu fais bien de le dire, hein, parce que j'avais un invité qui était DSI, Ludovic, dans un épisode, je ne sais plus quel, numéro 45 ou un truc comme ça. Il nous disait la première fuite de données dans les entreprises, c'est les fichiers Excel. Oui. En fait, c'est parce qu'on parle tout le temps des fuites de données, des startups, etc. Mais en réalité, c'est une problématique quotidienne dans la plupart des PME, des petites entreprises, etc. C'est ces fichiers Excel qui se baladent avec des données qui sont envoyées n'importe où, qui ne sont pas sécurisées, qui sont sur des serveurs qui sont ouverts aux 4 vents et tout. Et c'est vrai, et c'est bien d'interroger, c'est normal que tout le monde interroge la sécurité des outils no-code et tout. Airtable, par exemple, ils savent que c'est un enjeu, donc ils présentent des certifications ISO, etc. Donc il faut interroger ça. Et puis il faut jamais oublier, la sécurité, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est pour ça que je fais une petite aparté, mais aussi que c'est l'usage. C'est-à-dire que même Airtable, ils peuvent tout te donner toutes les assurances que eux, leurs serveurs sont extrêmement bien sécurisés. Toi, si ta base de données, tu fais une vue ou qui montre toutes les informations, qui n'est pas protégée ni rien, et c'est toi qui crée la fuite, quoi. C'est pas... et ça, je pense que malheureusement, c'est encore assez fréquent. Je pense que les gens qui nous écoutent là peut-être se disent ah oui, j'ai fait ça. Mais même nous, au début, c'est vrai qu'on réfléchissait pas. On créait une petite vue puis pour envoyer à quelqu'un juste temporairement. Et en fait, dedans, il y avait plein d'emails, plein de trucs, des données qui clairement ne doivent jamais être accessibles. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Mais d'accord, donc il y a... En fait, franchement, j'aime bien que donc là, il y a la sécurité, il y a qui utilise ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu dis ça, au début, moi, je me serais dit, ce qui est convaincant, c'est quand tu as des pairs qui utilisent, c'est-à-dire d'autres agences. En fait, ils se sont pas dit, est-ce que c'est d'autres agences qui utilisent aussi Airtable ? Ils se sont dit, est-ce que c'est nos clients ? Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire, on doit être au niveau aussi de nos clients, etc. Et ça, c'est un excellent argument, à mon avis. Ça, oui. Parce que si les clients utilisent, comme nous, on n'a pas Slack à l'agence, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce que les clients utilisent. Ouais. Et donc, ils vous forcent à l'utiliser. Oui, ils nous forcent à l'utiliser. Je sais qu'il y a les équipes qui étaient sur Asana parce que le client est sur Asana. Même si, je dis, dommage. Après, parce qu'après, j'ai étudié les questions, la différence. Bon, ok. Voilà, mais au moins, c'est des principes et ça vient. Après, donc, mon mur, il était plus loin que la direction. Donc, la direction, avec hiérarchie plate, c'est très accessible, très ouverte, le mur était plus loin. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment ? Comment je rentre dans le quotidien des gens qui sont tous les jours dans leur routine. Cette fameuse image avec les roues carrées, à quel moment j'arrête ces chariots à roues carrées, je dis bon, attendez, en plus, c'était pas tous les roues carrées, ils ont bien leurs roues qui tournent très bien, avec d'autres outils qui n'ont rien à voir avec no-code, je peux pas leur aider. Il y a une petite demi-roue qui est un peu carrée, je dis attendez, je vais corriger ça. Mais il faut arrêter tout le chariot pour corriger juste un petit défaut. Donc, c'est pas tout leur travail où j'entends. J'imagine que dans une agence, il y a un rythme quand même assez soutenu. Il y a des enjeux, des clients à livrer, des choses comme ça qui font que on a beaucoup de mal à s'arrêter pour se poser la question de l'outillage, des process, etc. Quoi. Ouais. Et là où ça a très bien marché, où je croisais notre responsable des matériaux tech,
on a échangé juste entre nous. Elle a dit ah tiens, je dois monter ce tableau Excel pour répertorier nos partenaires. Oh, ça me fait chier, je déteste Excel et tout. Je dis ah bah tiens, j'ai quelque chose à te proposer, c'est bien plus ludique qu'Excel, ça va te faire plaisir. Donc elle avait un nouvel outil à faire. Et à ces moments-là, je suis intervenue et ça a super bien marché. L'outil vit sa vie, il n'a pas besoin de moi. Il y a une autre collaboratrice qui a appris, qui a fait la formation. La responsable n'a même pas eu besoin de formation tellement c'est cas classique et ce table croisée, il a tout compris. C'est même vraiment cas école. Il y a les matériaux, il y a les rayons de matériaux, les types, et il y a les fournisseurs pour chaque matériel. Donc ceux qui sont un peu dans Airtable, ils ont tout compris. Donc c'est vraiment super facile. Il y avait un stagiaire qui a profité pour faire une mini-formation en Airtable. Voilà, donc c'était au bon moment où je n'ai pas arrêté les chariots. Donc ils étaient en train de prendre au début. Voilà, prendre au début. Tu fais bien de le souligner aussi. C'est vrai que c'est plus facile de commencer un projet sur des bonnes bases de nouveaux outils, etc., plutôt que d'essayer de changer quelque chose qui est déjà existant, quoi. Ouais. Même si il y a souvent la nécessité quand même de changer un existant, mais la conduite du changement, enfin voilà, on le dit souvent, mais ça c'est un bon conseil aussi, peut-être de dire aux gens, voilà, si vous voulez amener du no-code dans votre entreprise, essayez de faire la preuve avec quelque chose qui commence, quoi, plutôt que d'essayer de changer quelque chose où là vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Oui. Et donc là, il faut vraiment être à l'écoute. C'est difficile quand on n'est pas dans la direction. On ne voit pas tout ce qui se passe. Donc là, c'était par hasard où j'ai appris au bon moment. Donc il faut vraiment, vraiment suivre, se faire repérer. Après, donc, comme j'ai découvert plein de choses, j'avais envie de partager. Maintenant, je suis un peu repérée comme la geek. Les gens viennent te voir. La geek de l'agence, oui. La tool girl. C'est bon. Puis il y avait plein d'autres obstacles. C'était même pas des obstacles, mais des enjeux que je ne pouvais pas prévoir, comme on est passé sur Pack Office et Microsoft. Donc on avait beaucoup de choses qui sont déjà comprises, qui sont déjà pas gratuites, mais qui sont déjà dans les packages, autant utiliser ce qui existe. Donc je devais me plonger déjà dans l'exploration de ce qui existe. Et c'était très drôle. J'ai l'impression que Microsoft, dès qu'il y a quelque chose qui a succès dans les no-code, ils essaient de le mettre dans leur process. J'ai essayé, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais quelque chose qui ressemble à Airtable chez Microsoft. SharePoint List. Oui, les listes. Je crois qu'ils ont appelé liste. Ayant fait la formation de 3 semaines avec Noam, j'ai même pas trouvé comment je peux ajouter une colonne. Ouais, non, c'est pas très réussi, ouais. Alors. Non. Mais non. je pense que Microsoft va avoir un peu du mal, à mon avis, à proposer une alternative à Airtable parce qu'ils ont Excel qui est trop prédominant, à mon avis. Mais par contre, est-ce que tu as utilisé Power Automate, par exemple ? Oh oui. Qui est leur version de Zapier, on va dire. Oui, j'ai utilisé justement parce qu'il fallait aller voir les IT pour autoriser Zapier. Bon, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. J'ai utilisé Power Automate. C'est en avancé. J'ai réussi, bon, c'était une toute petite automatisation. Je voulais faire quand je marque un mail avec un drapeau qui s'arrive automatiquement dans ma liste de tâches sur Airtable, qui ça fasse une ligne dans Airtable. Donc j'ai dû utiliser un déclencheur qui s'appelle V3, carrément. Je dois choisir V1, V2, V3, V4. J'ai regardé la documentation de Power Automate, je sais pas, de plusieurs feuilles A4 qui est publiées sur leur site et qui disaient bon, on vous conseille plutôt d'utiliser V3 parce que V4 fait souvent des doublons des lignes. Bon, V3 m'a aussi fait des doublons. J'ai fait un truc, j'ai réussi à dédoublonner. Enfin, pas réussi je sais même plus ce que c'était, à dédoublonner, enlever ce bug de doublon dans la V3 qui ne doit pas faire de doublons. 2 jours plus tard, sans que je change quelque chose, elle a repris le doublement de lignes, donc j'ai abandonné ça. Et autre chose, ce qui m'a demandé Power Automate, rentrer les JSON. Bah, moi, je ne suis pas programmeur. Je sais que tu as sorti la formation tout juste sur JSON, que je n'ai pas faite.
Et je dis, non, mais j'ai rentré les JSON valides. Donc, j'ai écrit comme une vraie blonde, JSON valide. Ouais, heureusement que mon mari est dans l'informatique, donc il m'a expliqué un peu ce que c'est JSON. On a trouvé chez Airtable qui explique très bien pour les gens comme moi qui galèrent ce qui est JSON, où le trouver, etc. Donc, j'ai réussi à connecter. Mais bon, c'est galère, c'est pas Zapier. Ouais, c'était pas très fluide, quoi. Non, c'est pas fluide du tout. Hein, donc, on a beaucoup de mal à mettre les choses en place. Une fois on le met en place, ça commence à bugger. Bah, voilà. Okay. Donc... Bon, après, je pense que il y a des gens qui ont eu aussi une bonne expérience de Power Automate. Enfin, c'est pas pour peut-être que j'avais juste Airtable en bêta aussi. Mais c'est ça aussi, c'est l'interconnexion. Il y a plusieurs niveaux, quoi. Il y a Power Automate et puis la connexion avec Airtable. Je pense que en priorité, évidemment, à mon avis, les outils Microsoft sont les mieux connectés. Et puis petit à petit, après, Ouais, je crois que soit il faut être vraiment depuis un bon moment très avancé dans les usages de Microsoft. Je sais qu'il y a les gens qui se débrouillent très très bien dans Excel. Quand je vois, je dis ah bah waouh. Je croyais pas que c'était possible, mais dans Excel, on peut faire tout ce que je fais sur pas tout, mais beaucoup de choses que je fais sur Airtable. Il y a les gens qui maîtrisent, qui mettent des formules et tout et tout. Peut-être ces gens-là, ils sont à l'aise avec Power Automate. Mais sinon, si je mets à côté Zapier ou même Make qui est plus complexe, à côté de Power Automate, je comprends rien. Ouais. Après, c'est des partis pris différents. De toute façon, c'est des usages et tout. Ouais, soit il faut être plus avancé peut-être comme toi, dans la programmation, dans les outils. Non, mais je pense que moi, je dirais quand même que Microsoft a des progrès à faire, on va dire, sur l'ergonomie. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis des bases un petit peu partout. Voilà, comme tu dis, un peu chaque version un peu d'outils no-code, ils proposent une alternative. Et donc pour les gens, en fait, le seul intérêt, moi, que je vois personnellement dans tout ça, dans tout ce mouvement un peu no-code chez Microsoft, ou low-code plutôt comme ils appellent ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne sont que sur Microsoft. Ouais. Et où la DSI, de toute façon, ne veut pas aller sur Airtable, etc. Donc c'est déjà une alternative, mais bon, clairement, on pense que Airtable est déjà bien plus avancé, ou Zapier, que ouais, pour les gens aussi comme moi qui sont sur l'univers Microsoft, ok, oui, la boîte, elle ne veut pas investir autant dans Airtable. Elle dit, ok, bon, nous, on a déjà pas que Airtable dans tous les outils no-code, parce qu'on a déjà ça. Donc, autant utiliser ce qu'on a. Bien sûr, ouais. Mais comme le vrai no-code, il est beaucoup plus accessible, déjà, ça me montre ce qui est possible, ce qui existe. Et dire, je viens voir nos IT, je dis, est-ce que sur Notion, je n'ai même pas fait de formation. Je gérais un séminaire à 20 personnes, 30 personnes sur Notion. C'était vraiment un événement hybride avec digital événementiel. C'est pas juste les petites notes. Il y a des choses qui apparaissaient au bon moment, qui se synchronisaient sur la bonne page, etc. Donc, je demande nos IT, est-ce que c'est possible chez Microsoft? Parce que je sais que c'est possible, techniquement. Parce que je sais que Notion a la solution. Et nos IT disent, bah non, non, on ne peut pas faire ça. Ou alors, on va passer une demi-année à programmer ce que tu veux, mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin? Voilà, donc c'est très, très accessible, c'est facile à apprendre, à comprendre, et puis à se poser des bonnes questions, ou à explorer. Et parfois, je trouve les choses qui existent chez Microsoft, qui fonctionnent. Peut-être une simple to-do list. Bon, en vrai, rien n'est simple, bon. Mais peut-être une très simple to-do list pourrait fonctionner, mais pour se poser cette question-là, pour commencer à chercher, j'étais passé par le no-code qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus tangible. Bah, tu soulignes un truc vraiment clé, je pense, c'est cette possibilité de montrer, tu vois, de faire la preuve que quelque chose est possible rapidement, montrer un concept, là où souvent des informaticiens et tout vont toujours être un peu résistants, vont toujours voir tout plus compliqué que ça n'est. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir venir avec quelque chose et dire, bah tiens, regarde, moi j'ai fait déjà quelque chose avec Airtable ou avec Notion, je pense que oui, ça, on a souvent cet échange-là avec on a un service IT qui est c'est un prestataire qui travaille dans plusieurs boîtes, donc ils ont bien d'autres expériences que chez nous. Et quand j'ai parlé, je disais,
Je peux automatiser ça. Enfin, j'automatise tout, quasiment tout avec Airtable. J'ai découvert Airtable au moment où ils ont bien renforcé les automatisations et je n'ai même pas besoin de toucher aux API. Donc je dis, bon, tiens, je fais ça. Je dis, mais comment tu fais? Les IT, ils disent, comment tu fais? Je dis, bon, tiens, je vais te montrer. Et du coup, ils m'ont demandé de montrer comment fonctionne Airtable. Ah oui, c'est vrai. Voilà, j'ai $10 de crédit gagné pour avoir ajouté notre IT, pour envoyer l'invite à Airtable. Voilà, ils s'intéressent aussi, oui. Bah, c'est bien, heureusement qu'ils s'y intéressent. Enfin, après, c'est bon, c'est un vaste sujet, mais c'est vrai que les prestataires de support comme ça, informatique, ils sont très, comme tous les départements informatiques, en fait, de toute façon, même, sont trop lents, quoi. C'est juste à un moment, il faut faire face à la réalité, quoi. Ils font trop peu de veille, ils font trop peu de... Enfin, moi, j'ai travaillé, donc je me permets de dire ça parce que j'ai travaillé, tu vois, dans des départements IT et c'est trop lent, c'est en fait comme la sécurité est pris comme un prétexte pour bloquer en fait tout systématiquement. Mais en fait, honnêtement, c'est aussi juste la flemme, quoi. C'est un moment, les gens... Parce que c'est vrai que c'est dur, c'est ce truc de faire de la veille, tester des nouveaux outils, changer. Dire, ah bah tiens, là, on avait l'habitude avant, toujours, les gens, on leur mettait Pack Office et puis on réfléchissait pas. Maintenant, se dire, ah bah peut-être certains, on devrait les mettre sur Airtable et tout, c'est tout un truc, il faut développer des compétences. Les agences, elles préfèrent enfermer les gens... Et ça, c'est un peu dommage, mais oui, c'est intéressant. Et donc, oui, parce que j'allais demander, mais donc vous n'avez pas de gens techniques à l'intérieur de l'entreprise, quoi. Ils ont leur bureau, il y a tous les jours quelqu'un présent. D'accord, ok. Donc on les connaît. On a changé l'équipe IT. Mais ils sont fixes quand même. Ils sont, oui, ils sont attribués. Ils sont pas salariés de l'entreprise, mais par contre, ils sont assignés que à vous. D'accord, ok. Oui, ils sont assignés à nous, mais comme l'équipe tourne, chaque membre d'équipe fait les expériences dans d'autres entreprises aussi. Combien de personnes? Nous, ici, on a 4, je crois. D'accord. Qui s'occupent, j'imagine, beaucoup du matériel, du réseau Wi-Fi, Internet. Oui, de tout. Et dont ils ont leur... Et aussi les outils. Oui, et aussi les outils. Et donc, ils ont équipe exprès... Enfin, ça, c'est pas l'équipe sur place, mais quand on a des questions spécifiques, sur Teams, par exemple, ils ont une équipe vraiment dédiée Teams. D'accord. Qui sont super avancés dans les Teams, dans tous les petits détails. Mais ce qui m'a appris aussi beaucoup, le no-code, même si je ne m'en sers pas forcément, donc c'est pas très direct, c'est poser des bonnes questions, des questions de droit d'accès. C'est pas automatique. Et là, Microsoft, pour le coup, quand on fait partage des liens maintenant, c'est super bien géré. On peut vraiment choisir qui peut faire quoi, pendant quel moment, etc. La plupart des gens, et même moi compris, avant, je ne me posais pas ces questions-là. Mais là, quand c'est très facile et très visible sur Airtable, c'était pédagogique pour moi. Ouais. Et maintenant, quand je partage les liens, j'essaie d'expliquer. Bon, c'est pas très facile d'expliquer. Mais j'ai dit, quand on a parfois les projets très cool, oui, on envoie aux clients, enfin, il n'y a pas de sujet. Parfois, on est même amené à faire un serveur fermé pour la plupart de l'agence, serveur que à l'équipe, donc très confidentiel. Et c'est là où je dis, bon, regardez, on a cette possibilité-là pour partage de fichiers qui est très sécurisé. Donc, mais c'est grâce au no-code que j'ai découvert que ça existait chez Microsoft. Ouais, non, mais Microsoft, ils sont très avancés quand même sur ce... Comme ils gèrent un peu tout cet écosystème, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est-à-dire tu vas avoir tes comptes, etc. Dedans, et ça, c'est vrai. Mais il faut... Ouais, mais les outils no-code aussi, je pense, vont beaucoup progresser là-dessus. Tu vois, des outils comme Notion ou Airtable, à mon avis, vont devenir encore plus granulaires, en fait. Vont proposer beaucoup plus d'options de gestion des droits, etc. Mais ce qu'il y a là déjà est quand même déjà assez intéressant. Et comme tu dis, c'est avant tout, de toute façon, une question de sensibilisation. En fait, avant d'être une question technique, c'est une question vraiment de... il faut y penser, il faut... Pour toi, c'est naturel de se poser, ok, j'envoie le lien, qui a accès, d'où, comment. Pour toi, c'est naturel. Pour toi, c'est tellement naturel que tu ne penses même pas. Mais pour les gens comme moi, j'étais avant, comme mes collègues, on ne pense pas. Ouais, mais, on veut transmettre les fichiers, on envoie les liens. Point. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe après? Non, mais après, je vais être honnête, hein, même moi, j'ai fait des études en plus dans la sécurité et tout. Mais en fait, il y a des fois,
en fait, c'est un peu un mélange de flemme et de complaisance et de se dire, bon, allez, là, cette fois, c'est pas grave, je partage à tout le monde parce que ça va plus vite. Et on est tous un peu coupables de ça, tu vois, un peu, je pense, tôt ou tard. C'est très dur d'être tout le temps vigilant, d'être tout le temps... Enfin, voilà. Et c'est là où les outils doivent aider, effectivement. Les outils doivent rendre tout ça simple et cloisonné, mais... non, c'est les questions de la sécurité. Je veux dire, même moi, enfin, au quotidien, j'essaye d'être très strict, mais on fait des choses aussi. Puis des fois, en plus, après, tu découvres aussi tes collègues qui, malgré que tu avais dit qu'il fallait pas faire quelque chose, en fait, ils le font quand même. Et puis, toujours. Donc voilà, ça, c'est aussi un peu dur. Et puis, mais tu sais, dans la sécurité, il y a qu'un seul truc, en fait, qui permet d'aider à remonter ce niveau de vigilance, c'est quand il y a un problème, quoi. C'est ça qui est malheureux, en fait. C'est qu'il faut arriver au moment... C'est quand tu t'es fait pirater, c'est quand... Et même quand il y a ça, en fait, j'avais vu, je faisais des formations, justement, de sensibilisation. C'est une courbe. Quand tu as un problème, le niveau de vigilance remonte, et puis au fil du temps, il redescend, il redescend. Et soit tu as un autre problème, ou soit l'autre manière de faire, c'est de faire de la sensibilisation. Ça. Mais ça fait pas remonter autant que... Donc ça, c'est un peu pénible, mais bon, ouais, il faut... Mais c'est hyper intéressant. Écoute, non, merci pour tout ça. Je trouve que votre contexte est vraiment très intéressant parce que je pense qu'il est à la fois très... il peut être assez typique, tu vois, d'une PME. Et en même temps, grâce à toi, notamment, vous avez fait quand même plein de choses intéressantes un peu dans tout ça. Il y a un truc que je m'étais noté, on avait échangé une fois, tu m'avais parlé que tu avais un petit carnet noir. Ah oui. Si tu veux nous reparler de ça. Comme on est très design, nos bureaux, comme nous on fait les bureaux. Donc nos bureaux, c'est notre vitrine. Ça doit être toujours rangé, toujours nickel. Et donc tout le monde a les mêmes carnet noir. Et le mail, j'ai égaré mon carnet noir, il n'a pas été signé. Donc il n'avait pas mon nom dessus. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Donc ça, il avait quelques-uns, ça fait marrer tout le monde. Mais bon, après, on perd toutes ces notes. Okay, ouais. Et donc, quand on a un badge, un téléphone, le carnet noir, l'ordinateur, on se promène, on a encore un gourde comme là je l'ai. Ça fait beaucoup d'objets à gérer et on peut les garer facilement. Ça, c'est l'horreur parce que j'ai ma to-do, la liste de to-do, les questions pour mes directeurs qui sont notées dans ce carnet. Donc, c'était l'horreur éternelle de le perdre. Bon, même si ça m'est jamais arrivé, je l'ai toujours retrouvé. C'est la hantise, quoi. Ouais. Oui. Mais aussi parce que carnet noir, il a 2 pages ouvertes et la to-do, je le note. Mais si j'ai plus de choses à faire, il faut que je passe la page, il faut rayer. Après, je devais réécrire mes tâches que je n'ai pas faites pour que ça soit bien visible sur les mêmes 2 pages ouvertes. Donc, ça, d'un côté, on se dit qu'on mémorise mieux quand on écrit. Et longtemps, c'était le cas pour moi. Pour avoir fait 8 ans d'études, j'avais cette observation-là, sauf que ça ne marchait plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être mon cerveau a commencé à se digitaliser, même si je suis très loin des générations X, Y, je ne sais pas quoi. Mais je remarquais que de toute façon, même si j'ai réécrit une chose, si je ne veux pas m'en souvenir, je ne veux pas m'en souvenir. Et les choses que je veux retenir, je vais les retenir. Donc, ça ne marche plus, cet effet-là. Et du coup, pour moi, c'était plus la peine de perdre mon temps à réécrire les tâches. Je faisais juste. C'était pas très agréable. Donc, quand j'ai découvert Airtable, je me suis dit, bon, je vais faire la liste plus automatisée que ça. Et du coup, j'ai mis la to-do sur Airtable. Même si je sais que je commençais par Notion. Et puis, je voulais automatiser quelque chose. Et il n'y avait pas encore des API chez Notion à ce moment-là. Et comme je voulais explorer Airtable, j'ai mis sur Airtable, ça restait là-bas. J'ai remarqué aussi qu'une tâche, ça c'est mon cas de métier d'assistante, une tâche peut vite devenir une question à poser à un directeur peut devenir une tâche. Est-ce que je cale ce rendez-vous? Oui, s'il te plaît. Voilà, donc ça devient une tâche. Dans le carnet, c'était les pages différentes, les questions sur les post-it, voilà. Donc, je devais réécrire, je devais reperdre. Là, je marque dans le drapeau, j'ai une vue filtrée des questions, vue tâches, vue questions. Si un client me dit relancez-moi à la rentrée, là, comme on est avant les vacances, donc je ne veux pas réécrire. Ok, les vacances, ça passe vite. Mais si un client dit relancez-moi dans 3 mois, tu dois reporter la tâche. Je vais devenir folle à réécrire la tâche 3 mois. Alors que là,
Je mets juste la date et la tâche disparaît de la vue parce que j'ai rien à faire pendant 3 mois. Elle va apparaître dans 3 mois. Je n'ai pas à penser. Donc, la charge mentale, ça a vraiment dégonflé énormément avec ça. J'ai partagé cet outil-là avec une autre assistante qui m'a regardé avec les étoiles dans les yeux et dit merci beaucoup. Qui a fait la formation aussi. Elle a fait la version digitale en ligne. Voilà, donc ça marche très bien. Donc la liste, c'est ça les carnets noirs. Et c'est drôle parce que je crois que ta table s'appelle, ou ta base s'appelle carnet noir, non? Oui, la base, c'est mon carnet noir, je l'ai baptisé comme ça. Mais non, c'est un super exemple. Enfin, moi, j'adore, j'aime bien écrire, j'ai un carnet aussi là devant moi. Je vois ton carnet. mais par contre, c'est au quotidien pour les tâches, c'est ingérable, quoi. Enfin, c'est plus... Moi aussi, j'ai fait pas mal ça, réécrire les tâches et tout, mais en fait... c'est plus possible. Après, il y a des périodes où j'ai une bonne dizaine de tâches prioritaires à faire et là, je peux me perdre. Et c'est le seul moment où j'écris. Je me mets un post-it pour le lendemain, les 3 tâches que je dois faire en premier. Mais c'est aussi mon cas particulier parce que je déconnecte absolument avec 2 petits-enfants à la maison et puis je viens les matins feuille blanche. Voilà. Ouais. Donc, avant, ce n'était pas le cas. Mais ça, d'ailleurs, les 3 tâches, c'est le nom un peu d'une technique de productivité. Ils en parlent dans la 25e heure où il faut toujours commencer une journée par ces 3 tâches les plus grosses, en fait, quoi. Enfin, ça, c'est le volume de mémoire. Les 3, c'est minimum, qu'on retient toujours. Ouais. Et puis, mémoire un peu plus élargie, c'est entre 5 et 7 éléments à retenir. Okay. Et c'est des études de psychologie que j'ai. D'accord. Voilà. Et puis, on peut s'entraîner pour retenir plus. Voilà. Ok. Ce qui est intuitif. Bah écoute, c'est hyper intéressant. Je regarde justement mon carnet pour voir s'il y a des questions que je t'ai pas posées. J'avais une dernière question peut-être, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as peut-être des conseils, on va dire peut-être plus précisément, franchement juste ton partage d'expérience déjà, à mon avis, est plein de bons conseils, mais si tu devais t'adresser justement à des assistantes de direction, ou alors peut-être, je sais pas à quel point, j'espère qu'il y a des assistantes de direction qui écoutent ce podcast, je peux imaginer qu'il y a peut-être aussi des dirigeants, je sais pas, donc je sais pas qui il faut convaincre des deux, mais... Oui, j'aurais quelques observations, plutôt les expériences à partager qui pourraient peut-être économiser beaucoup de temps, éviter beaucoup de frustration que moi j'avais aussi. Donc, une observation était c'est que parfois les gens, ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à construire leurs outils qui ne sont pas efficaces. Mais j'ai demandé à une équipe à me partager l'outil qu'ils utilisent. Ils étaient tellement fiers à me le présenter. Et je ne me suis pas sentie à détruire ça. Ouais. Et je crois que ça aurait été une erreur. Parce que je dis, bon là, on enlève tout parce que ce n'est pas efficace, les gars. Donc, non, j'ai laissé ça et je notais dans le coin de ma tête, qu'il y a ça ici et je vais revenir quand il y aura un changement dans l'équipe, un changement d'outils, en changement de mode de travail ou quand quelque chose va bouger. Mais là, ce n'est pas un moment et il faut lâcher. Parce que si je viens comme ça et j'ai bien cette capacité-là de faire, si j'interviens un peu directement comme une brute, ça va détruire, ça va démotiver les gens. Donc ça ne va pas marcher. Donc il faut juste se noter, il faut avoir beaucoup de patience. J'ai visité, je suis venue voir plusieurs tables rondes online, en live. Et j'ai posé la même question, mais comment faire pour avancer? Et tout le monde disait, oui, ça prend du temps. Donc, c'est normal, ne soyez pas frustrés. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait progresser aussi dans mon métier. Donc, il y a aussi les bénéfices pour soi. Si au début, je me souviens que je me disais, mais qui je suis pour venir voir les gens et dire, ah bah tenez, j'ai une solution pour vous. Comment je pose déjà la question? Enfin, les gens sont dans leurs tâches. Ouais. Comment je les approche? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment la légitimité de le faire? Et force d'expérimenter, d'échanger, beaucoup d'échanges en off, on prend un café et tout. Enfin, maintenant, j'ai cette légitimité-là et les gens viennent me voir et ils posent des questions. Et c'est pas toujours de no-code, ça m'a fait découvrir plein de choses. Ça m'a fait découvrir beaucoup l'univers de Microsoft, ou même des choses qui ne sont pas digitales. Voilà, donc ça m'a fait progresser, ça m'a ajouté Maintenant, ça prend... Donc, j'ai 3 missions et c'est 30% de mon temps maintenant. Alors qu'avant, c'était 0.
C'est ce que tu nous disais au tout début, finalement, si on revient là-dessus, ton rôle a beaucoup évolué, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, on n'est pas obligé d'être assistant de direction pour avoir ses rôles dans le process. N'importe qui peut prendre ses rôles s'il se sent, Bien sûr, ouais. s'il s'intéresse. Et il y a beaucoup beaucoup de confiance aussi de la part de la direction. Ils sont reconnaissants qu'il y ait quelqu'un qui explore ça et qui passe beaucoup ou un peu de temps en tant que nécessaire pour explorer déjà ce qui existe. Parce que tout le monde est conscient que le monde digital prend de plus en plus de place, que ça offre de plus en plus de choses. Personne n'a le temps de s'arrêter et de regarder ce qui existe vraiment et ce qui peut être utile pour nous. Et si vous vous intéressez vraiment et vous vous sentez à l'aise d'explorer, proposez. Et après, vous verrez, si ça vous intéresse plus, de plus en plus, il y a moins d'intérêt dans l'entreprise, il faut peut-être se poser la question. Ouais. Le monde bouge et le monde de travail aussi. C'est hyper intéressant, ouais, pour moi, au bout d'un moment, je me suis dit que s'il n'y a pas d'intérêt ici, et moi, j'étais tellement embarquée dans cet élan, et je me suis dit, s'il n'y a pas d'intérêt ici, je ne pourrais pas rester. Bien sûr. Ouais. Bon, je suis toujours là. Ouais, non, mais il faut trouver des moyens de renouveler son intérêt. Moi, je trouve aussi dans tous les métiers, dans tout le travail, etc. Mais tu vois, pour finir là-dessus, je trouve que ce que tu évoques là, c'est quelque chose que j'ai observé quand même dans pas mal de boîtes. Alors souvent des structures un petit peu plus petites, mais il y a toujours une personne qui est, tu vois, employé le mot geek, et c'est un mot qui revient souvent. Moi, c'est un mot que j'aime pas trop parce que c'était un peu dévoyé au fil du temps et tout, mais parce que, je sais pas, ou peut-être parce que moi je viens de là, tu vois. Mais tu vois, j'aime mieux, par exemple, je crois que c'est Noam d'ailleurs qui m'a dit ça la première fois, quand je l'ai rencontré, tu vois, donc lui a travaillé dans l'IT toute sa vie, avant de se lancer sur Airtable, etc. Et il m'a dit, ouais, moi dans les boîtes où j'étais, j'ai toujours été le tool guy, le mec aux outils, quoi. Et en fait, j'ai remarqué ça, et c'est souvent... Et c'est pour ça que j'aime bien ton profil, tu vois. Là, c'est la première fois où cette personne, c'est une assistante de direction, tu vois. Mais qui a poussé vraiment très loin, comme on le voit, jusqu'au point de faire évoluer ton poste. Mais tu vois, par exemple, Carole, elle me parlait dans sa boîte qui était un cabinet de recrutement. C'était le mec qui s'occupait de la com, par exemple. C'est lui qui avait fait découvrir Notion. Et c'est quelqu'un qui avait poussé tous ces trucs-là, qui les avait ramenés. Et tu vois, moi, ma réflexion là-dessus, c'est que je trouve que c'est un peu dommage en général, mais encore une fois, c'est une réalisation que souvent n'ont pas vraiment les dirigeants. Il n'y a pas de poste qui existe, tu vois, qui est être le tool guy ou la tool girl d'une boîte, tu vois. Responsable process. Ce qu'on voulait faire avant le Covid, mais malheureusement, ça nous a fait bien couper le budget. Ouais, mais tu vois, responsable process, alors pourquoi pas, mais moi je sais qu'il y a des boîtes où ça va être la personne qui s'occupe, ou par exemple de la qualité ou des trucs comme ça, et genre elle va écrire les process. Tu vois, elle va étudier, mais elle va pas les implémenter. Tu vois, elle va pas aller, c'est quoi les outils, c'est quoi les automatisations. Et après, tout ça, c'est des questions de nom, tu vois. Mais justement, comme il y a un peu un flou, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Et c'est peut-être ce qu'on commence à voir un petit peu grâce au no-code, tu vois, ces trucs de no-code ops. Il commence à y avoir des startups aux États-Unis, ils ont des places de no-code engineer, je sais pas quoi, des trucs d'opération. Enfin, on peut trouver plein de mots autour de ça. Et je pense que ça va venir. Et voilà, à l'époque de Simplon, après on terminera là-dessus, mais Erwan, il avait proposé un truc de référent numérique. Voilà, où c'est un peu cette personne-là. C'est vraiment geek. Mais voilà, mais c'est un mot qui est pas très sexy, et puis on sait pas trop à quoi ça fait référence, et puis il y avait pas forcément cette notion de process et tout, tu vois, justement, que tu soulignes. Mais là, je trouve qu'on y arrive, tu vois. En tout cas, nous, chez Contournement, c'est vraiment ça qui nous intéresse, tu vois. C'est pas que Airtable pour Airtable, c'est Airtable avec des automatisations, avec des process, avec... Donc voilà, donc je trouve que c'était vraiment ce que tu nous as partagé là, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup, vraiment, c'était passionnant. Est-ce que si les gens veulent te contacter, c'est où le meilleur endroit pour... Je dirais LinkedIn. Ouais. Comme ça, on voit aussi les visages. Et dans LinkedIn, on me trouve Xenia avec X, E-N-I-A, Ekli, E-C-K-L-Y, chez Sagazon Partners. Je mettrai les liens de toute façon dans les notes. Est-ce que, dernière question, j'ai toujours une dernière question après la dernière question. Mais oui, moi je peux faire une dernière réflexion après la dernière réflexion aussi.
Mais non, mais est-ce que tout ce que tu nous as raconté là, est-ce que tu le documentes un peu? Est-ce que vous avez peut-être encore tôt, mais est-ce que vous partagez un petit peu ça, tu vois? Non, encore une fois, parce que ça n'a pas autant d'impact. Ce sont des petits ajustements, des petites roues, des petites palettes par-ci, par-là. Ouais. C'est vraiment très, 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 très ponctuel. Un outil ici, un outil là. À chaque fois, il faut attendre longtemps pour mettre en place quelque chose, pour proposer pour que ça soit vraiment au démarrage, au bon moment. Donc là, pour les suivages généraux, là, j'attends la rentrée pour mettre en place quelque chose. Ouais. Ça apprend, enfin, on n'a pas autant peut-être de livrables purs. Oui, mais après, documenter, tu vois, ça peut être des choses même un peu de plus haut niveau, tu vois. Mais bon, après, moi, je suis content, c'est mon rôle, tu vois, justement, de venir, je viens faire ça avec les gens, tu vois. Mais moi, c'est vrai que j'ai envie de... Après, c'est pas du tout le sujet vraiment de la société Sagazen Partners, mais moi, je trouve que tout le monde a intérêt un petit peu à... Ou même toi, à titre personnel, tu vois. Enfin, je sais pas, après, moi, c'est vrai que j'invite vachement les gens. Après, en plus, nous, on le fait pas tant que ça, mais tu vois, je trouve qu'il faut partager, quoi. Je trouve voilà, je partage là maintenant. Mais c'est super. Mais voilà, c'était au cas où. Je peux ajouter du coup le post-scriptum. Allez, vas-y. Donc, ce monde de no-code, il m'a vraiment il m'a pris entièrement. Ça absorbe. Et j'ai enchaîné des formations. Et au bon moment, j'ai remarqué une chose, qui est le gap, la différence entre les équipes et moi, il devient un peu trop grand. Ils ne me comprennent plus. Okay. Alors que je dois être l'une d'entre eux. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté un peu les formations. Donc, je dis, OK, je reste en veille, je regarde. Mais si je plonge trop, autant de changer et devenir product manager ou quelque chose. Mais j'étais en train de décoller vraiment de métiers et des gens. Okay. Alors qu'il faut rester proche. Il faut explorer ce qu'eux, ils peuvent explorer d'eux-mêmes parce qu'eux, ils n'auront pas autant de temps. C'est aussi la raison pour laquelle je résiste à la formation de Notion. Je me suis dit, bon, je résiste, je ne fais pas de formation. Alors que tous ceux qui veulent l'utiliser professionnellement, bien sûr que c'est bien de le faire. Je choisis Airtable en pro et je fais la formation. Mais voilà, il faut quand même ne pas trop décoller si on est dans ce rôle-là d'ambassadeur et proche des gens. Voilà, peut-être ça peut être une réflexion aussi. Ah ouais, non, c'est intéressant, c'est un point de vue aussi intéressant que tu nous partages. Bah écoute, merci beaucoup. Ksenia, pour ce temps et cet échange, et puis à bientôt. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont resté jusque-là. Ouais, il y en a qui écoutent jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai vraiment adoré cette discussion. Voilà, un petit peu comme souvent, hein, quand j'arrive, voilà, j'avais identifié que Ksenia, qui est une de nos clientes, du coup, avait vraiment un usage intéressant, mais je pensais pas que voilà, elle aurait comme ça un peu une analyse et un retour d'expérience à nous partager qui serait aussi enrichissant. Voilà, moi j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé que les arguments qu'elle avançait pour amener le no-code, la conduite du changement, toutes ces choses-là, comment elle avait convaincu un peu petit à petit sa direction, quels étaient les arguments, notamment ce qu'elle dit à un moment que c'est le fait que leurs clients utilisent des outils no-code qui fait que l'agence doit aussi s'y mettre. Voilà, toutes ces choses-là, franchement, j'ai trouvé que c'était une super discussion. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc là, on est en plein mois d'août. Alors j'ai fait une petite pause, hein, donc j'ai un petit peu cassé le rythme. Voilà, mais donc on arrive, on est au milieu de la 9e saison. C'est l'épisode 96. On a encore donc 4 épisodes, donc, enfin 4, oui, 97, 98, 99 qui arrivent. On arrive sur la fin. Voilà, donc on va y avoir un petit peu des expérimentations. Il y a 2 épisodes qui vont arriver que je pense je vais aller enregistrer à Nantes. Voilà, il faut encore que j'organise ça au mois de septembre. Mais ça, c'est quelque chose qui me dit bien. Et puis après, je cherche un petit concept pour l'épisode 99. Et puis j'organiserai cet épisode 100, je vous l'ai dit, voilà, en public. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Alors, je pense qu'il y a du temps un petit peu qui va se passer parce que au mois d'octobre, on va aller passer tout le mois d'octobre à Athènes, voilà, avec Stan, avec d'autres membres de la communauté NoCode. Hein, c'est le projet NoCode House dont vous avez peut-être entendu parler.
Donc voilà, je sais pas, du coup ça risque un petit peu d'arriver au moment de l'épisode 100. Donc voilà, peut-être que l'épisode 99 je le ferai de là-bas, et puis l'épisode 100 sera donc à la rentrée au mois de novembre, quand on reviendra d'Athènes. On va voir. Je travaille dessus. Si vous avez des idées, notamment des idées de sujets, des idées de personnes à inviter. D'ailleurs, en fait, là, je viens de me souvenir que j'ai une idée déjà en fait pour cet épisode 100. Voilà, un format très différent, pas un format d'interview. Voilà, un format à la Studio 404 pour ceux qui connaissent. Voilà, je vous dévoile un petit peu déjà, mais je vous en reparlerai sur le Slack. Voilà, au mois de septembre, il faut que j'organise tout ça. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh ben rien, si j'ai rien à vous dire, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous, évidemment. Venez sur le Slack de No Code France, Channel, podcast Contournement. Posez vos questions à Xenia, qui est présente. N'hésitez pas à la contacter également. Et puis moi je vous souhaite, si vous écoutez ça au moment où ça sort, quand même une bonne fin d'été. Il reste encore une semaine au mois d'août. Moi je vais aller retrouver à Marseille le 30 août l'équipe de Contournement. Là, je vous livre un petit peu les coulisses pour notre kick-off de rentrée, une tradition qu'on a avec Erwan depuis les débuts de Contournement. Voilà, donc là il y aura d'autres personnes avec nous, il y aura Louise, il y aura Gaëtan, et puis on va organiser des choses. Si vous êtes à Marseille, que vous entendez ça avant que le meet-up ait lieu, on fait un meet-up à Marseille où on paiera l'apéro le 1er septembre. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sortira en septembre. Allez, ciao.